qu'on est prêt? Tu es prêt, Loïc? Il faut que tu enlèves ton pied de mon fil. Claire, tu es prête? Ça va à peu près, oui. C'est un peu impressionnant. On va juste évoquer ta vie, ton œuvre, C'est que le début. Hein. tes origines, tes projets, tes angoisses, tes rêves, tes cauchemars, c'est tout. Eh bien, bonjour, bienvenue à cette antipastille où on va vous présenter, vous montrer, discuter avec Claire Brault, dessinatrice, autrice, auteure de bande dessinée, on dit comme on veut. Rentrons dans le vif du sujet. Claire, tu es née en Indre-et-Loire, je crois bien. Hein, on a des petites photos témoins. Oui, tout à fait, Annette. Je suis née en Indre-et-Loire, cette belle région, vous voyez, où il fait très beau, dans les labours et la boue. Et comme vous pouvez le constater, on y est très bien. Voilà, on a des tracteurs et des bottes indispensables. Peux-tu nous parler de la vie de ces deux enfants, enfin de l'enfant que tu étais, de la Claire que tu étais à cette époque-là? Ben, la photo parle d'elle-même, hein. Je suis tout à fait comme il faut, hein. Tout à fait au poil. Voilà, une enfance vraiment très heureuse, avec un vaste horizon qu'on voit au loin. Voilà. Dans une ferme, voilà, avec pas mal d'espace et puis de bestioles un peu à droite à gauche, qui jouent, qui crottent, voilà, une bonne matière, quoi. Tes parents étaient agriculteurs. Ouais, voilà, tout à fait. D'accord. Ils avaient des vaches laitières, donc il y avait notamment des vaches, des veaux, une on va voir que les vaches et les veaux sont présents dans ton œuvre. Oui, voilà. Bon, après, c'est pas non plus toute la... Mais c'est vrai que c'est une bonne base. Non, mais on voit quand même un village réaliste et très touchant dans... Ah bah c'était touchant, ça fait plaisir. Est-ce que on va voir un petit peu plus tard des références que tu as croisées dans ta jeunesse, mais dans ta famille, avec quelle place pour la culture il y avait plutôt plein de bouquins ou pas du tout? Si, bibliothèque municipale pas loin. Beaucoup de livres de mes parents, un peu dans tous les genres, et puis un bibliobus qui passait dans le village où on trouvait des cassettes de l'Amérique. Et voilà. Des cassettes de vidéo, quoi? Des films? Non, des cassettes audio. D'accord. Mais sinon, oui, mes parents avaient beaucoup de livres et on lisait beaucoup. Ok. Y compris des BD? Y compris des BD, oui. Oui, en fait, j'ai pris cette photo parce que c'est la route qui mène à l'étang. En fait, en face de la ferme, il y a un immense étang, le plus grand de la région, sans vouloir nous vanter, construit par des moines en 1300. Et c'est vrai que c'était, en plus de la ferme, un beau panorama avec quelques heures un peu mélancoliques passées à regarder les eaux un peu sales de cet étang. La jeune Claire se demandait quel était le sens de la vie et quel serait son avenir. Oui, tout à fait. La jeune Claire pensait beaucoup à l'amour et elle ne savait pas tellement... Et aussi, cette route mène à gauche vers le sud et à droite vers le nord et donne très envie de partir aussi, donc de se barrer. J'allais te poser, c'était ma question suivante. Est-ce que tu avais plutôt un truc de te dire c'est l'endroit parfait, je vais rester toute ma vie, ou alors il faut que je me casse le plus vite possible? Eh ben, vraiment les deux tout à fait mélangés. Voilà, un endroit où on est bien et en même temps, c'est pas qu'on a fait le tour, mais en fait non, c'est que l'endroit est bien et du coup, étant assuré que l'endroit est bien, je pense qu'il donne envie d'aller voir ailleurs si j'y suis. Peut-être plutôt comme ça. Un port d'attache? Ouais, voilà. Après, quand même un peu drainé par un ennui et une limitation quand même de ce qu'on peut être en tant que humain, un peu vite faite. Donc effectivement, elle pousse aussi à avoir envie de curiosité, quoi. T'as pensé reprendre la même vie que tes parents, toi, à un moment donné? Oui, il n'y a pas si longtemps, et mon père m'a dit que non, je ferais mieux de ne pas le faire. Du coup, je suis partie... Je suis définitivement partie, si on peut dire. Ah oui, quand tu dis il n'y a pas longtemps, c'est avant ou après tes études? Non, j'avais quoi, 25 ans, quoi. Okay. Il y a une dizaine d'années, sans vouloir vous dévoiler mon âge. On a quelques autres photos de l'environnement dans lequel tu as grandi. Oui, pour continuer sur la ferme. Voilà, la maison familiale, le chien de ma mère, le chat de mon père. Sont-ils encore en vie? Oui, je les ai pris il y a 3 jours, j'espère qu'ils sont encore en vie. Donc là, c'est très propre, hein, on dirait une maison anglaise. Maintenant qu'il n'y a plus de vaches, c'est devenu très propre. Ça fait un peu maison secondaire. Avant, il fallait imaginer que c'était un peu plus dans son jus, comme on dit. Voilà, là c'est pareil. Là, il y avait des vaches avec des crottes. Maintenant, il n'y a plus que des hangars pour mettre des tracteurs.
Il y a encore des animaux sur place, à part le chien et le chat? Non, c'est les 2 seuls survivants. Ok. Ça te fait quoi de voir ces lieux maintenant que tu as connus habités, avec ces grottes et ces animaux, de voir ces fantômes de grottes aujourd'hui? Ça te fait quoi? Eh ben, c'est terrible. Non, c'est vrai, ça n'a plus vraiment de sens, quoi. C'est un peu. J'ai l'impression d'être très vieille d'un coup, parce qu'elles sont plus là. Et c'est récent? Non, oui, ça c'est récent, 5 ans. Et voilà, et D'ailleurs, on n'évoque pas trop le sujet à table. Je l'ai évoqué l'autre fois et ça l'a pas fait du tout. C'est tabou. Voilà, le départ du troupeau, c'est très tabou. Ouais, voilà. Mais c'est pas du tout anodin qu'on s'attarde sur ces questions-là, parce qu'en fait, on se rend compte que c'est des choses qui sont présentes dans les albums. Ouais, c'est vrai. Le troupeau. Le départ du troupeau. Ouais, qui est subi, qui bouleverse la vie et tout ça. Ouais, mais c'est vrai que j'ai fait la BD où il y a un troupeau qui est mis à mal. C'est vrai que je l'ai fait l'année où mes parents ont vendu leur troupeau. Comme par hasard. Comme de par hasard, que j'ai compris trop longtemps après. C'est vrai. Voilà. Mais, on reviendra dessus tout à l'heure aussi. Absolument. Alors, des œuvres d'art assez tôt. Oui, c'est une première œuvre d'art qui traînait chez mes parents que j'ai voulu faire partager. C'est le chien Pierre, très joli. Voilà. On peut passer, c'était D'accord. juste... Le chien Pierre. On reconnaît quand même assez vite un épagneul breton. C'est la période Bilal, me disais-tu? Voilà, vers 13-14 ans, ça m'avait fait complètement fantasmer. Plus du tout maintenant, mais voilà. Donc, et puis, on peut voir que les dialogues sont quand même assez envoyés aussi. Il parle... d'accord. Il parle au mec qui est à côté, là, c'est ça? Non, je sais pas, un mec en face, je sais pas qui c'est. Mais alors, c'était quoi? Ça faisait partie d'une bande dessinée, ça? Oui, c'était des essais. Non, je venais juste d'arriver. Non, j'étais quand même au lycée, je vais avoir 15 ans. Et c'était des morceaux de bande dessinée. Je sais pas tellement. J'écrivais un peu et ça se passait dans une espèce de truc un peu futuriste avec une fille qui était un peu prostituée. Un peu bleue. Ouais, voilà, c'est ça. Et qui portait des fourrures et qui se prostituait. Enfin, c'était. À 14 ans, tu écrivais ça? Ouais, c'était faussement trash, alors que c'était pas du tout mon univers, vu que. Tu vivais en Indre-et-Loire. Voilà. Ce sont des BD que tu as faites en internat. Enfin, tu étais un petit peu plus âgé peut-être. Tu as dit au lycée. Oui, j'étais au lycée. Ça correspond à ça? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est l'évasion, quoi. Je sais pas, je me souviens pas vraiment. Et ça, c'est chez tes parents? T'as pas forcément le reste de... Non, oui, c'est ce que j'ai retrouvé chez mes parents, mais je sais pas où vous avez passé tout le reste. T'es pas spécialement du genre à garder à fond tes dessins de... Non, c'est vrai. C'est une petite référence aussi de jeunesse où... alors, j'ai pas lu ce livre-là, mais c'est le seul que j'ai trouvé de cet auteur. J'avais dû lire plutôt Les Météores et Le Roi des Zones, et c'est les premiers livres qui ont une espèce d'écriture très puissante et très à la fois dure et enfin, je le décrirais très mal, mais en tout cas, ça a été très retournant. Et je m'en souviens comme une espèce d'écriture assez fondatrice vers les 13-14 ans. Parce qu'au début, moi, quand j'ai vu ça, dans les références que tu nous as envoyées, j'ai pensé que c'était par rapport à la couve, en fait. Ta marotte, c'est plus l'écriture et les histoires que l'image, en fait. Oui, c'est vrai. Et même, j'ai plus écrit... Enfin, j'ai dessiné... j'ai toujours dessiné. Mais c'est vrai que l'écriture, ça a été... dès que j'ai pu lire, une grande découverte. Après, j'ai pas arrêté de lire. Et pour moi, dans les histoires que je dessine, effectivement, c'est l'écriture qui mène quand même. Alors que l'image, moins. Enfin voilà, la fabrication de l'image, ça m'intéresse moins. Quand bien même le dessin prend une fonction que l'écriture ne peut pas servir. Alors ça, c'est encore des références de jeunesse, du coup. J'allais dire de cet endroit, de cette ferme et tout. Donc ça, c'est vraiment le premier grand récit en BD que je lis et que je trouve que j'ai lu et relu. D'ailleurs, on voit les pages sont toutes arrachées de ce livre. Et bon, c'est aussi pourquoi les pages ont été arrachées, parce qu'on sait pourquoi aussi on lit ce livre à 14 ans. Mais c'est aussi un énorme récit, on va dire complètement plein, c'est-à-dire entier. Enfin, il y a tout un peu dans ce récit. Voilà, et c'est pour ça que je crois que c'est aussi un des premiers récits. Il y a un côté mystique aussi et qu'on retrouve dans tes bouquins à toi, enfin un truc. Oui, il y a même ouais. Oui, c'est vrai, on pourrait. C'est-à-dire que on pourrait être dans le réel, mais le comportement des personnages est pas réaliste, et c'est ça qui apporte un décalage assez incroyable.
On en reparlera tout à l'heure quand on arrivera sur Alma et Mambo. Ah, cette vache. On a gardé cette vache finalement. Oui, vous avez gardé cette vache. Ouais. Alors pourquoi voulais-tu garder la vache, Loïc? Je sais, elle est belle. Oui, moi aussi, en fait, je sais pas pourquoi je l'ai photographiée. Je me suis dit, elle est belle cette vache. Je sais pas pourquoi non plus, mais ça fait tellement écho à ce qu'on va voir après, à ce départ du troupeau. Enfin, je sais pas, il y a un truc. Non, mais si, c'est la vache qui est dans le bureau. Encore une fois, chez mes parents, c'est la race qu'il y avait chez moi, et j'ai toujours vu ce poster de vache. Je crois qu'il s'agit de la vache fondatrice, c'est tout. Voilà, c'est la vache fondatrice. Vous pouvez la regarder, hein, vous la verrez pas deux fois. Là, on va attaquer les plus gros morceaux de ton œuvre, qui sont les 2 albums parus à l'association. Il y a quand même, avant ces albums-là, qui ont paru en 2011 et 2014, tu as fait les Beaux-Arts d'Angers. Oui, voilà. Du coup, qu'est-ce que c'était ton envie, ou est-ce que tu te souviens avec quelles idées tu es allée étudier aux Beaux-Arts, en te disant je vais faire dessinatrice de BD, dessinatrice, ou raconter des histoires, ou faire de la sculpture, ou... Je sais que j'avais seulement envie de faire un peu ce que je voulais et continuer à dessiner. J'avais pas trop d'idées de ce que étaient les Beaux-Arts. J'avais quand même fait un lycée d'art appliqué qui avait été très ouvrant, et c'était d'excellentes études. J'avais rencontré comme moi plein de filles du département qui fuyaient leur campagne en voulant dessiner, et elles étaient très motivées. C'est dans quelle ville du coup? C'était à Tours. Okay. Et puis on avait un jeune professeur qui venait d'arriver qui nous prenait vraiment pour son égal. Enfin, je sais pas, il nous a fait une espèce d'effet assez bœuf. Et puis du coup, je devais plutôt partir en... Oui, très fin, très fin. Je vois qu'on est un peu psychologue sur les bords. Pour la radio, c'est pour souligner le rappel du bœuf, de la vache, tout ça. Ouais. Moi, j'ai justement une question par rapport à ta pratique du dessin à cette époque. Tu parles de cette campagne dont tu pars ou dont tu fuis, ça dépend des moments, du contexte. Comme sujet, comme objet de dessin, qu'est-ce qui t'intéresse? Est-ce qu'il y avait déjà cet environnement naturel que tu aimais dessiner? Est-ce que tu dessinais quand tu étais à la campagne? Est-ce que tu dessinais la campagne? Est-ce que le fait d'arriver à Tours puis Angers t'a amené à dessiner justement la ville, ses habitants, l'architecture? Quel rapport tu avais justement avec ces modèles campagne et ville, et comment se sont-ils développés? Donc, pas mal la question. En fait, je dessinais pas énormément ce qu'il y avait à la ferme, à part que je dessinais quand même énormément les chats et les chevaux, parce qu'il y en avait, et que c'était quand même un peu la base du coup de mon dessin. Et c'est plutôt quand je l'ai quitté en fait, en arrivant en ville, que du coup je m'y suis intéressée. C'est-à-dire que quelque part il y a dû y avoir un manque un peu de tout ce vivant, parce qu'effectivement il est très vivant, il est toujours en mouvement, et je vois bien maintenant ce qui m'intéresse, c'est ce vivant en mouvement, c'est-à-dire non seulement dans le dessin, c'est-à-dire que je fais beaucoup de dessins qui sont en mouvement, mais aussi les récits où ça vit, il faut que ça vive, il faut que les personnages se déplacent, il faut que ça crève et que ça ait envie d'avoir du désir, ce genre de choses. Donc c'est plus en partant en fait de l'endroit que peut-être drainé un peu par un brin de nostalgie. Je manque en fait dans la ville ce vivant-là en fait. Donc du coup, moi je vais chercher, je vais puiser un peu je fais un peu l'équilibre en fait, peut-être la balance entre tous ces univers, et puis aussi alors la ville. Je peux pas dire que je suis férue de la dessiner. Je pensais plutôt à ses habitants. Tout ce qui est comportemental dans la ville. C'est pareil, ça n'a jamais vraiment été... Enfin, quoi que si, maintenant à Paris, j'ai très envie... les foules et la densité et puis tous les types archétypaux, non, c'est pas ça, je m'égare un peu, qu'on trouve dans une ville comme Paris, effectivement, on a envie de le dessiner, et puis on a tendance à pas à le comparer, mais à mettre les deux univers l'un contre l'autre, quoi. Enfin, voilà, après... les BD jazz, du coup, c'est les premières
Oui, c'est les premières BD que j'ai faites. Alors, j'avais pas d'argent. En fait, non, je peux pas dire ça, c'est trop intime. Non, mais en tout cas, j'avais pas d'argent à ce moment-là. Je me suis dit, mince, comment trouver, qu'est-ce que je vais faire? C'était après les études, à la fin? Non, c'était pendant les Beaux-Arts. Bon, comme tout étudiant, n'avais pas d'argent. Et puis, un matin, je me suis dit, mince, là, ça va pas du tout. Et en fait, j'ai trouvé cette annonce en arrivant à l'école qui promettait de l'argent contre une BD. Et alors, c'est pas très logique parce qu'il faut attendre 1 mois et demi pour la réponse, mais bon, toujours est-il que je l'ai commencé par pur désir vénal, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, financier en tout cas. Et puis ça s'est enchaîné comme ça. Et puis au-delà de ça, l'aspect autobiographique me plaisait, enfin découvrir la vie d'un... Biographique tout court, du coup. Oui, autobiographique, c'est moi. Je suis bête. Biographique. Peut-être que tu te projetais dans la vie de ces artistes. Oui, sûrement. Ouais, c'est certainement. Non, mais oui, et puis j'avais carte blanche pour essayer de faire une espèce de tout petit résumé d'une vie, et le sujet est intéressant. Ouais. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, donc Claire a illustré 3 albums aux éditions Le Nocturne, qui racontent, qui vendent des albums de bande dessinée en même temps qu'un CD. Et la bande dessinée raconte la vie ou illustre c'est libre en fait, ou c'est biographique, ou ça peut illustrer des chansons aussi, non? On fait ce qu'on veut, non, c'est complètement libre. D'accord. Et l'avantage quand même, c'est que c'est des personnages qui ont désiré faire dont c'est la biographie, ces musiciens ont toujours eu des, comment dire, ils ont fait des choix assez particuliers, ils ont eu des vies assez particulières, ou alors ils ont surtout une espèce de passion, et du coup effectivement c'est très excitant d'écrire dessus parce que le sujet m'intéresse. Voilà. Et puis du coup arrivent les albums à l'association. Peut-être entre-temps, je ne sais pas comment ça s'est intercalé, les histoires que tu as faites dans Lapin et mon lapin. Et comment tu es arrivée du coup dans cette bande-là de ton atelier dans lequel tu es toujours? Oui, j'y suis toujours. Alors en fait, Mambo, ça a été écrit parce que j'étais arrivée à Paris, je ne savais pas tellement quoi faire, je ne savais pas du tout comment travailler. J'écrivais beaucoup d'histoires, mais la BD, ça ne me tentait pas vraiment plus que ça. Voilà, et puis... tu penses à quoi, l'illustration jeunesse, ou... Je ne savais pas du tout. En fait. Je passais mes journées à dessiner sans trop savoir, et en même temps en souffrant un peu de jamais vraiment... quand je proposais mon travail, comme je n'avais pas d'étiquette, ça avait l'air compliqué pour tout le monde de me faire travailler, quand bien même les dessins plaisaient et tout ça. Et puis, un jour, un ami m'a proposé d'aller montrer mon travail à des éditeurs à un salon de l'édition. Et du coup, j'ai rencontré Thomas Gabisson d'Actes Sud, que j'ai trouvé très beau à l'époque. Bon, mais je trouve toujours très beau, si dans la salle, voilà, qu'il ne soit pas déçu. Et il m'a dit, mais si tu fais une bande dessinée, en voyant les dessins que je faisais, ça m'intéresse, montre-la moi et tout. Donc, je me suis bien sûr empressée de faire une BD. Et donc c'était Mambo, et en fait quand je lui ai envoyé, il n'a pas pu me donner son avis directement, et à moi un peu d'énervement parce que ça m'a quand même pris 1 an d'attente. Voilà, je l'ai envoyé à l'association qui m'a répondu le lendemain, oui ça nous plaît, on veut l'éditer. Voilà, donc j'ai complètement laissé tomber le beau Thomas, d'ailleurs que je connais maintenant. Et, enfin, il t'en veut pas? Sa vie. Non, pas du tout. Mais en fait, je crois que c'était pas trop son... Ça t'a jeté? Si, ça peut être sa jeté, mais pas trop sa cam, quoi. Enfin, c'est pas trop sa ligne éditoriale. Ce qu'il publie chez Actes Sud. Ouais. Et voilà, et du coup, j'ai rencontré l'association comme ça, mais qui... D'accord, c'était sur un... C'était vraiment sur... Comment on appelle ça? Pas un coup de tête, un hasard, un coup de, un coup d'envoi, un hasard, oui. Le coup du veau, on l'appelle. Non, ça marche pas. Comme ça, on aura tout. Enfin, un coup de poker, voilà. Un coup de poker, voilà. Et du coup, en effet, c'était la première BD. Enfin, comment dire, une fois que ça a été édité, pour moi, ça a été assez soulageant dans un premier temps de bizarrement avoir quand même une étiquette, parce que c'était tout de suite beaucoup plus simple. Voilà. Je faisais de la BD. Ensuite, cette bande dessinée a plu à un auteur de l'atelier dans lequel je travaille à Paris. Il m'a invité à y passer 3 mois. Qui ça, alors? C'est Florent Rupert de Rupert et Mulot, à qui la BD a plu, qu'il avait eu entre les mains à l'association. Et voilà, il m'a invité. Et du coup, je suis restée depuis 4-5 ans maintenant. Alors, il y a qui dans cet atelier? Raconte-nous. Alors, dans cet atelier, donc il y a Rupert et Mulot, il y a Aude Picot. Il y a aussi Lisa Mandel, il y a Jérémy Piningre, Léo Marais, voilà, je ne sais pas si vous les connaissez.
Si, c'est un peu que des gros nazes. Ce que disaient les gens quand ils m'ont parlé. Non, c'est des gens talentueux et qui font des trucs originaux. Voilà, et ça a été un vrai bonheur de se rencontrer et puis de pouvoir parler travail et tout ça, même si la solitude a du bon, c'était aussi très, très agréable de pouvoir travailler dans ces conditions, être ensemble pour discuter mine de stylo, parce que c'est pas... Discuter, comment tu dis? Discuter garagisme? C'est comme ça que tu dis? Garagisme. Garage, oui, discuter d'élecos, tout ça, des trucs auxquels on ne comprend rien, auxquels les autres ne comprennent rien. Ouais. Justement, on va parler un petit peu de cet album. Ce qui est très surprenant à la lecture de Mambo, c'est cette première image avec ce grand étang. Dans laquelle, comme par hasard, un étang. Voilà. Dans laquelle ce personnage Pétula se baigne. Et une sonnette vient l'interrompre. Et on se rend compte que cet étang, qui paraît immense, qui ouvre des dimensions phénoménales, fantastiques, cet étang donne sur un intérieur. On peut supposer que cet immense espace n'est qu'un intérieur et que, du coup, cette sonnette appelle un extérieur encore plus vaste. Pour moi, ça brise les dimensions de manière immédiate, ces premières pages. Je crois que l'image suivante, c'est la suite. Voilà, c'est déjà quelque chose qui balance pleinement dans cet univers. On retrouve justement tout ce dont tu parles, le désir de quitter la nature, de quitter la campagne et le besoin absolu de s'y retrouver. Et puis peut-être aussi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui revient tout le temps, qui revient souvent dans ce récit, c'est le fait qu'on aime ce que l'on perd, ce que l'on n'a plus, quelque chose d'originel que l'on a perdu. Et les récits parallèles de Pétula et de Bilfon, qui sont les deux personnages que l'on voit sur cette page, me donnent vraiment cette sensation-là. Alors je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as ressenti en le faisant, ressenti en le relisant, ou si on t'en a parlé après. Comment ça s'est passé, le développement de cet album? Tu as mis 1 an donc, dans cette solitude, avec le fait on va le dire, tu l'as fait pour un beau gosse quand même, et ça n'a pas marché à la fin. Et... Comment tu as travaillé le développement de ce récit? Tu parlais aussi du fait que l'écriture était plus importante pour toi que le dessin. Mais justement, le dessin a quand même une place assez prépondérante. On va y revenir aussi. Alors en fait, j'ai commencé cette BD parce que j'en avais commencé une première que j'avais très en tête. Et en fait, j'étais arrivée à 40 pages à peu près. Et en fait, elle m'énervait. Je la trouvais lourde. Je savais plus... trop comment la prendre, et en fait pour me délasser, en fait j'ai commencé à écrire celle-ci sans du tout réfléchir, et en effet c'est quand même le dessin qui a été le point de départ et non pas l'écriture, alors que l'autre c'était peut-être plutôt l'écriture. Donc là quand je dis ça c'est un peu paradoxal, mais en effet c'est peut-être de se laisser guider par quelque chose de plus instinctif qui permet de lâcher plus facilement tout ce qui n'est pas décidé et tout ce qui n'est pas organisé, qui finalement permet une plus grande liberté, enfin en tout cas qui moi permet de... Voilà, en fait quasiment tout ce livre a été écrit sans storyboard au fur et à mesure, même s'il y a eu beaucoup de travail, il y a peut-être la moitié qui a été jetée, il y a des scènes que j'ai écrites, que j'ai enlevées après, etc. Mais ce côté improvisé au jour le jour, selon quasiment même l'humeur et selon ce qui se passe même dans le dessin, et embrayé en fonction de ce qui s'est passé dans un dessin, embrayé sur une logique qui vient en fonction du dessin fait et non pas de la volonté de le faire, fait que là je me retrouve dans une liberté qui est peut-être plus honnête que ce que j'aurais voulu faire, quoi. Enfin, voilà. Je ne sais pas trop si ça répond bien. Mais... À partir de quand tu as laissé tomber cette BD? C'est dommage, on n'a qu'une heure. J'aurais bien aimé en savoir plus sur cette BD pour laquelle tu avais déjà 40 pages. Mais restons sur Mambo. À partir de quand tu t'es dit, en fait, je vais laisser tomber l'autre et je vais continuer Mambo parce que c'est bien? Je ne me souviens plus maintenant, mais... Est-ce que tu t'es rapidement senti que c'était bien ce que tu faisais, que c'était intéressant, que c'est ça que tu as envie de continuer, ou t'es resté longtemps dans ce truc parallèle entre le projet sur lequel tu souffrais et l'autre qui te libérait? Ouais, je me souviens plus du tout maintenant, mais il me semble que ça m'amusait plus, que du coup je l'ai continué, et puis après je sais pas, j'ai dû lâcher l'autre sans réfléchir, je me rappelle plus du tout. Tu les montrais à des gens, Ouais, je les montrais à des amis. Quand celle-ci était à la moitié, personne n'y comprenait rien. Enfin, même moi-même, j'étais complètement perdue. Et en fait, là, il y a un moment donné, ça s'est débloqué. Je pense me souvenir avec un pur moment de plaisir, un moment à raconter.
Et à chercher, au bout d'un moment, tout s'est débloqué d'un coup. Il y a une espèce de logique qui au début n'était pas là et s'est retombée sur ses pieds. Et aussi parce que les personnages étaient émouvants, notamment Billefond, qui était tellement émouvant qu'il suffisait presque de se laisser guider un peu par le personnage. Enfin, voilà, après, je ne vais pas m'étaler sur les détails. C'est pas... Je vais venir, si, justement, c'est intéressant. Étale-toi sur les détails. Je vais revenir sur Billefond et Pétula et leur destin parallèle. Mais juste avant, sur cette planche, c'est vraiment pas fait exprès, mais ce qui est quand même, sans trop voler l'histoire, Pétula rencontre l'amour. Elle voit un homme dans un paysage quasi désert, d'ailleurs, un homme, une brute. Elle décide d'en tomber amoureuse, quasiment. Et elle monte une sorte de guet-apens où elle se fait aider par un autre homme qui lui déclare simplement vous me plaisez. Et là, d'un seul coup, elle bascule totalement. Il y a quelque chose de très similaire avec tu fais ce bouquin pour un premier éditeur et blam, tu le finis avec un autre. Enfin, c'est le fait de poursuivre une chimère et tomber quelque chose de vrai sur quelque chose de vrai. Enfin, c'est assez amusant. L'histoire de Billefond et de Pétula, on a eu la chance de feuilleter le carnet dans lequel tu travailles. Un très grand beau carnet A3 qui est présent dans l'exposition Faux Mirage, que vous pourrez voir après si vous ne l'avez pas déjà vu. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on y voit ton récit qui est développé au fur et à mesure. C'est très impressionnant parce que les dessins se suivent. Il y a une succession de dessins, certains très très fouillés, on y plonge littéralement, d'autres qui sont plus esquissés, enfin, on surfe un petit peu plus, ça va un petit peu plus vite. Et ce qui est très amusant, c'est que sur les pages de droite de ce carnet, on a le destin de Pétula. Et sur les pages de gauche, puis dessiné à rebours, dessiné à l'envers, on a l'histoire de Billefond. Alors comment ça s'est passé? Tu as d'abord écrit tout Pétula, puis tout Billefond. Qu'est-ce qui s'est passé? Ou alors, parce que les deux histoires s'interpénètrent dans le livre. Et là, on les a complètement décomposées. C'est assez passionnant en fait, de lire ce livre dans les deux sens. Ah ouais, alors j'avais pas du tout pensé une seconde à ça. Moi, j'ai juste une bête. J'ai pris le temps de lire ton carnet. Ouais, c'est très touchant d'ailleurs. Enfin, c'est très, enfin, voilà. Et non, en fait, j'avais juste bêtement, j'étais à fond, je crois, dans mon récit, et j'ai eu la flemme d'aller racheter un carnet. J'avais plus de papier, et je pense que j'étais à un moment où j'étais vraiment à fond dans le travail. Et voilà, j'ai bêtement dessiné sur les versos sur les rectos des versos, quoi, qui avaient déjà été dessinés. Et effectivement, je devais être dans une histoire qui développait Billefond à ce moment-là. Et voilà, sachant qu'il y avait 2 gros carnets comme ça, et il y en a un que j'ai perdu, mais peut-être que c'est toute une scène de Billefond qui s'est intercalée sur les côtés gauche. Voilà, mais c'est agréable de voir que toi, tu vois plein de choses que moi, je... Mais Anaïg a repéré... Ah oui, je vais te laisser en parler. Tu as repéré 2 choses qui t'ont beaucoup plu. Ce sont les images. Il y a des cases de Mambo que j'ai montrées à plein de gens. Celle-ci en bas à droite où elle du coup c'est le cheminement qui nous amène à ça en même temps qui fait que c'est vraiment méga drôle et qu'elle est assise sur une chaise un petit peu trop petite et elle est habillée d'une façon un peu débile et en même temps hyper impressionnante pour son nouveau travail assez chiant. Elle a des sourcils en motif léopard, une fausse moustache et une tenue moulante aussi motif léopard. Et donc pour séduire l'homme qu'elle aime, elle se dit je vais lui faire une comédie musicale. Et ce moment de... Enfin, je trouve vraiment cette image-là hyper drôle. Voilà, je voulais te le dire, c'est tout. Peut-être que je me la ferai tatouer sur mon bras pour rigoler les jours où je suis un peu déprimée. Est-ce que tu rigoles, toi, quand tu fais tes BD certains dessins... Je peux vraiment être terriblement sombre et sérieuse, et c'est quasiment tragique. Mais c'est vrai que quand je trouve une blague, ça me fait vraiment rire, et ça me rend vraiment très, très heureuse de pouvoir me faire des blagues à moi-même ou de... Voilà. Mais il y a aussi un truc très sérieux de chercher à dire quelque chose, de arriver, et on ne sait pas pourquoi, même des fois, oui, ça draine du lourd, et puis on cherche quand même à l'écrire ou alors complètement à le transformer en chose drôlatique. Et ouais, voilà, moi, effectivement, j'aime bien quand même l'exercice, malgré que des fois, il soit lourd à traîner, et pourtant, c'est bien le fait d'en faire une comédie qui est très amusant. Et voilà, après, c'est vrai que quand je trouve des gags, oui, ça me fait rire des fois. Et d'ailleurs, dans l'atelier où je travaille, souvent on entend tout le monde qui rigole un petit peu dans son coin, c'est assez touchant. Bon. C'est ça le monde des petits Mickey? Oui, ça fait un peu autiste quand même. Je me suis longtemps dit que c'était un travail d'autiste, mais bon, maintenant c'est ma partie, il faut assumer ça. C'est pas vrai, hein, c'est pas un travail d'autiste. C'était une blague. Il y a une autre séquence juste après, ouais. Celle du
Ah non, pardon, c'est une copie du carnet du fameux carnet. Et on voit justement comment tu travailles. C'est super impressionnant parce qu'il n'y a pas de crayonné. Ou alors la pointe que tu utilises est très fine et te permet d'esquisser, puis de creuser, de ramener de la densité. Non, je fais jamais d'esquisse en fait. Et d'ailleurs, j'aime pas ça. Enfin, quand j'en fais, ça m'ennuie littéralement. C'est vraiment il y a vraiment quand même une histoire qui se fait pendant qu'elle est dessinée. Enfin, comment dire si je fais un crayonné et que je repasse après, en fait, ça perd toute sa vitalité, ça perd toute sa vie. C'est vraiment le premier jet qui est vif en fait. Même des fois quand je montre les carnets aux copains, ils me disent mais pourquoi tu gardes pas les dessins, les premiers dessins, parce que moi je voudrais qu'ils soient en fait plus beaux, etc. Ils font mais non, les premiers c'est là où est la vie, c'est dans l'idée qui sort du cerveau tac qui va dans la main. C'est là que c'est bon et en effet c'est voilà, donc moi quand je dessine, c'est pas tant que j'essaie de le garder, c'est que j'arrive pas à travailler autrement que qu'en le dessinant comme ça. Enfin, s'il faut repasser sur un tracé, ça m'ennuie. Ou alors c'est pas du tout le même travail. Il s'agit là de faire un beau dessin ou d'être propre, voilà. Mais je peux pas retrouver le mouvement et la vie à partir d'une esquisse. Je trouve ça hyper dur. Et comment fais-tu? Pardon, c'était encore ça concerne encore l'image précédente, mais ouais, je crois qu'on avait fait cette photo pour ce distributeur de whisky ou d'alcool fort, je sais plus qui, ce canard distributeur de. Ouais. Parce que c'est quand même cette idée est super drôle. Mais pour faire ces 4 ou 5 dessins, il te faut quoi? Il faut 3 quarts d'heure, 1 heure. Tu n'as pas peur, le temps de faire ces dessins, de perdre l'idée, de dire ah mais cette idée est géniale, un canard distributeur de conneries. Et tu prends le temps, parce qu'il y a quand même, quelque chose de très très appliqué, très très délicat, très juste dans ton dessin, ton trait. Et je trouve ça surprenant de ne pas avoir vu de dessin super rapide pour dire alors là ça y est, j'ai une idée, je la pose, blam, ça y est, elle est posée, je suis rassuré, je peux la développer. T'as quand même vachement confiance dans ce que tu racontes et je trouve que c'est une qualité, quoi. C'est vrai que je me pose pas trop ces questions. Après, j'ai des idées tout le temps, donc c'est vrai que si on perd le fil, il faut revenir un peu sur. Par exemple, en écrivant Mambo, il y a plein de scènes qui sont passées à la trappe parce qu'effectivement, je partais sur autre chose. Un mot, tac, des fois, donne envie de partir sur autre chose. Et en fait, non, on peut pas parce que du coup, on perd quand même le fil. Donc, des fois, hop, je l'ai dégagé. Des fois, ça partait pendant 3-4 pages sur. Je sais plus, un moment, il y a le guerrier qui va s'acheter du mobilier en ville, en fait. Et en fait, ça prenait des heures. En fait, on perdait le récit. Et pourtant, c'était drôle parce qu'il s'achetait du mobilier et il y avait des choses assez drôles, quoi. Ou alors, voilà, il faut trouver. Mais après, c'est vrai que j'aime bien ce jeu entre laisser défiler comme ça les idées qui viennent. Et puis, voilà. Après, si on veut en faire un récit et que ça se tienne, voilà. Après, on peut aussi avoir des façons, des narrations qui soient pas juste des récits, avec un début de fin. Ça peut être aussi des bribes. Ça peut être aussi. Je sais que là, je cherche un peu aussi des façons de raconter, peut-être par morceaux, par petits éclats, avec des logiques qui soient moins celui d'un début, d'une fin, mais peut-être plus comme des chroniques ou comme des. Et ça m'intéresse aussi, ces passages de tac, un mot ramène à une image, et puis on repart sur autre chose, et puis en fait, voilà, ça peut fabriquer d'autres narrations qui m'intéressent. C'est vrai que là, tu es parti dans tout un univers. En tout cas, on a l'impression que tes 2 albums sont presque, on appelle ça un crossover dans les séries télé, par exemple, que tu as tout un univers avec plein de personnages et que tu peux choisir de faire un focus sur en plus, ça peut être temporel aussi, parce que tu pourrais faire un focus sur une période de vie différente d'un personnage, et puis ils se croisent ou pas. Et parce que du coup, Alma, c'est un des personnages qu'on croise dans Mambo. Oui, voilà, c'est l'agricultrice qui a chez elle, dont Bill Font tombe amoureux dans Mambo. Et puis, elle a une ferme, et puis elle a chez elle 3 jeunes hommes qui sortent de prison, qu'elle est allée chercher en prison pour l'aider, parce qu'elle est toute seule dans sa ferme et tout. Et puis dans Alma, on retrouve ces jeunes hommes qui sont devenus des hommes. Et donc on raconte pas vraiment leur histoire, on raconte d'autres choses, ce qui se passe là, à ce moment-là. Mais brièvement, on revient sur leur arrivée dans la ferme. Et voilà. Et c'est vrai que j'ai fait là que 2 livres, mais j'aimerais bien à 90 ans avoir fait beaucoup de livres. Même j'avais décidé 107 ans, c'est mieux. 107 ans. Voilà, 107 ans. On prend note. Et avoir comme ça tout un monde en fait qui se déploie d'un personnage à l'autre. Le prochain, j'envisage que ce soit aussi un des personnages qui. Alors c'est pas forcément sa vie, c'est le personnage qui écrit. Donc en fait on peut partir. Mais j'aime bien cette idée qu'on reparte et puis qu'on puisse
avoir à la fin tout un univers qui... Voilà, je ne suis pas tout à fait claire non plus là-dessus. Mais il y a quelque chose d'assez étonnant dans cet univers en expansion. Enfin, juste avant, on va juste regarder les images où Bill Font découvre et soigne un petit chaton qu'il adopte. Oui, bah alors c'est un petit chat qui a la conjonctivite. Voilà, il y en avait beaucoup. C'est tellement touchant. Oui. On dirait qu'il redécouvre l'humanité. Enfin, du coup, c'est pas forcément l'humanité parce que c'est plus la nature et tout ça, mais. Bah oui, mais c'est vrai que même moi, là, qui maintenant suis citadine depuis longtemps, il y a une espèce de douceur ou de, je sais pas trop comment. Ils se reconnectent à quelque chose en fait. Ouais, on se. Parce que c'était quoi Bill Font au début, faut le dire à ceux qui connaissent pas. Alors Bill Font, voilà, c'est une sorte de, on sait pas trop, contrôleur des impôts ou alors non, il est de la caisse des dépôts et consignations. Il vient annexer la maison de Petula, donc l'héroïne, parce que elle a pas payé, on sait pas trop quoi, donc il lui fait des espèces de menaces. Voilà, donc il la menace d'expropriation, quelque chose comme ça. C'est toujours un peu le truc de fond, c'est un peu toujours l'expropriation. Enfin voilà, il faut toujours quitter les lieux, quoi, où on est menacé de quitter l'endroit, un peu l'endroit paradisiaque entre guillemets. Et en effet, en fait, ce chaton, c'est un peu je pense que c'est un peu la douceur, en fait. C'est un peu le retour de l'ébranlement par la douceur, je dirais, une espèce de grosse, pas émotion, mais le fait d'être complètement ébranlé. Et voilà, donc c'est l'effet que ça fait en tant que lecteur du pu sortant d'un chat que ça se passe. Ouais, comme ça. Quoi, des fois, il faut aller... c'est vrai que quand on le montre que comme ça peut être juste un peu trivial, quoi. Mais en fait, c'est pas du tout ce qu'on ressent quand on lit ces pages-là. C'est très tendre, très doux, mais il y a quand même un conte-canard sous la chaise. Et ça, c'est très drôle aussi. C'est vrai qu'on voit bien là aussi, moi, tout ce que j'ai aimé dans La Ferme et tout, c'est toute cette vie un peu partout, chacun a sa petite vie, tout le monde s'intéresse un petit peu à tout le monde tout en ayant un peu son... en ayant son petit territoire, puis c'est tous ces petits êtres qui se côtoient tout en... Et des fois qui rentrent, qui se touchent quand même, qui finalement se parlent, même s'ils ne parlent pas la même langue. Enfin, je sais que moi, j'ai éprouvé des grandes émotions des fois en allant aider mes parents à traire les vaches. Et le premier jour, j'arrive et je me dis, bon, c'est quand même que des vaches, il ne faut pas en faire toute une montagne. Et puis le deuxième jour, je retourne et je revois la même vache qui me regarde un peu et je commence à être un peu plus un peu troublée. Et le troisième jour, je suis complètement effondrée parce que la troisième vache, il se passe un truc, quoi. Et enfin, comment dire, c'est toujours très difficile de parler de ça, mais effectivement, je pense que c'est là où le dessin est utile quand même, comme langage. Voilà, et puis toute la comment on appelle ça, tous ces mouvements successifs qui racontent ces mouvements-là, ces mouvements d'un être vers un autre, enfin tout, voilà. Donc ça permet ça. Et ça tourne un peu autour de ça. Par rapport au personnage, et là on va pouvoir parler des images qui viennent un peu en continu parce que ça concerne Mambo et Alma. Oui, il y a juste je me suis permis ce parallèle avec un tableau d'Autodix parce que en voyant tes personnages masculins, je me disais mais je connais ces têtes, quoi. Je les ai déjà vus, mais c'est qui? Et en fait, déjà moi je trouve que entre ces deux types qui sont dessinés dans Mambo et ces différents autoportraits d'Autodix, qui est un peintre surtout connu pour son travail entre les deux guerres. Enfin, une sorte d'expressionniste un peu à part. Et quant aux personnages eux-mêmes, je trouve que tes personnages masculins ont quelque chose de très archétypal. C'est un peu les mecs des années 50. De Hollywood. Un peu gominés, un peu mâchoire carrée, un peu viril, mais en même temps prisonnier de cette plutôt prisonnier du virilisme, quoi. Et mis à part Bill Font, qui lui est totalement hors norme dans cet univers-là. Et tes personnages féminins, eux, sont totalement, sont super exubérants, super drôles, arborent justement des sourcils des faux sourcils en léopard, et ça part dans tous les sens. Quels sont tes modèles de personnages dans la littérature, dans le cinéma? Est-ce que tu reconnais ce côté années 50 ou non, c'est juste que c'est comme ça? Non, moi, à chaque fois on me dit ça, même moi des fois on me dit que j'ai un peu un profil de ces époques-là. Moi je vois pas du tout, mais après quand je vois le portrait d'Autodix, oui, quelque part ça, je sais pas, peut-être une espèce de fantasme de quelque chose, d'un pseudo-image de romantisme ou j'en sais rien.
Il y a quand même, du coup, là, le dessin et l'image cherchent à incarner la virilité et l'homme pour dire ça, c'est la virilité, et là, elle est mise à mal, par exemple. Peut-être que, voilà, oui, peut-être que je cherche à, si je veux dire, tiens, cet homme-là est viril et sa virilité est mise à mal, du coup, je le fais très viril, pour qu'on comprenne que c'est ça qui est mis à mal, parce que dans le dessin, je cherche à... Un côté symbolique, dessin cherche à... Tu vas loin et tu mets le curseur assez loin pour que ça devienne un symbole de quelque chose aussi. Ben, moi, je réfléchis pas quand je le fais, mais je pense plus que... Intuitivement. Voilà, que mon dessin a du sens, quoi. C'est ce qui m'intéresse. Il y a également juste un parallèle entre la première page de Mambo, parallèle entre ton carnet, prise en photo en haut, et la version publiée en bas, qui montre comment justement les dessins ont été faits, et comment les dessins ont mené la danse, puisque tu as réalisé tous ces dessins, puis tu es revenu dessus pour changer les textes, modifier, arranger et optimiser, enfin, j'imagine donner du liant à l'histoire, quoi. Bah là, cet exemple est bien parce qu'en fait, on voit clairement que des fois, on en dit trop et que là, effectivement, en première version, il y a du texte partout et qu'à la deuxième, j'en ai quasiment tout enlevé parce que l'image le dit déjà, ou alors c'est pas la peine de le dire parce que ça va arriver, donc c'est pas la peine qu'on le... Donc voilà, il y a un vrai travail là-dessus. Généralement, on dit toujours trop et moi, quand j'en écris trop, j'en enlève la moitié. En effet, quand même, je dis que j'aime écrire, mais le dessin souvent remplace très bien et bien mieux l'écriture que... Enfin, c'est pas qu'il le remplace, mais bon, il y a un jeu entre ces petits textes qui te disent et puis le dessin qui va dire autre chose qu'on ne pourrait pas dire avec la parole. Donc voilà, c'est un jeu entre ce qui est dit, ce qui est vu, ce qui est symbolisé, ce qui est vraiment écrit, enfin, ce qui est vraiment dit et ce qu'on entrevoit. Enfin, voilà, après, c'est un équilibre à trouver pendant le travail voilà. Donc en général, c'est un peu comme tout, on commence par en faire trop et après on élague, on vire, on gère, on jette, on rééquilibre jusqu'à trouver le point d'équilibre du récit. Voilà, le fameux vélage. Donc voilà, on pince souvent la langue pour voir si le veau n'est pas mort quand il y a eu quand ça prend un peu de temps. Et donc, transition avec Alma, le deuxième album paru en 2014. Mambo avait eu le prix Femina. J'aime bien, dans ta biographie sur Wikipédia, il y a marqué son album Mambo a surpris tout le monde. Et du coup, t'étais plus attendue pour le coup, sans doute, pour le deuxième album. Ça y est. Oui, c'est vrai que surprise n'était plus là. Ouais, plus le même en tout cas. C'est vrai que moi, je crois que ça m'a mis un peu la pression. Bon, après, il fallait faire le deuxième album, c'est pour tout le monde un peu la pression parce que le premier, on l'a écrit un peu comme ça, sans trop savoir. Et puis le deuxième, on se dit mince, il faut. Voilà, je pense, donc j'espère pour le troisième, parce que j'ai pas vraiment de troisième fiction. Il y a un troisième livre, mais c'est une adaptation. Enfin, c'est pas voilà, c'est une adaptation d'une thèse de sociologie. Mais pour la troisième fiction, j'espère retrouver un peu de légèreté aussi par rapport au. Enfin, je sais que celui-là. T'as moins de plaisir quand même sur celui-là, du coup. Ouais, parce que je pense m'être collé quelque part un peu la pression. Ou voilà, j'avais fait une première version et je l'ai toute jetée, j'ai tout refait. Enfin. Et pourtant, je l'aime énormément. Je ne regrette pas du tout de l'avoir faite. Et puis, elle a quelque chose de beaucoup plus grave. Et ça naissait d'une gravité aussi. Enfin, d'une gravité. C'est très bien qu'il soit grave aussi. Enfin, voilà. Après, il est peut-être moins bien... comment dire, moins évident. Voilà, il draine d'autres personnages avec aussi quand même un autre climat, etc. Ce qui est très surprenant, c'est que ce livre s'appelle Alma. Donc, on y voit se développer le destin d'Alma. Et en fait, très vite, Alma, tu la suspends, elle se retrouve accrochée à une branche avec une corde ou un câble, je ne sais plus, et tu la laisses suspendue à cette branche pendant tout l'album. Oui, c'est vrai. Et régulièrement, on revient la retrouver, elle est toujours suspendue à sa branche, et hop, on retourne sur d'autres récits. C'est très, très amusant, en fait, parce que c'est elle, mais justement, on a tous ces autres personnages qui sont développés, ce couple, Gisèle et Romina. Et Romina. Il y a ce côté pareil où on a l'impression que chacun d'entre eux aime justement ce qu'ils ont perdu, leur rencontre, leur amour de jeunesse. Enfin, c'est ça qu'ils aiment et ils l'ont perdu. Et il y a le fils d'Alma aussi, Anton, qui s'en va à la découverte de la ville et qui est sans arrêt happé par son milieu d'origine, par cette espèce de campagne qui est fantasmée. On ne sait pas trop si c'est une campagne, une forêt sud-américaine. Et lui aussi, il est sans arrêt pris dans ses va-et-vient entre la modernité. On le voit avancer dans la ville avec tous ces archétypes de la ville, c'est complètement dingue, c'est complètement étouffant. Et lui aussi, il est à la recherche de cet Éden. Enfin, il est attiré par cet Éden, mais il a envie de le bousiller aussi. Enfin, c'est très intéressant ce que tu racontes par rapport à cet environnement. Et la dimension, enfin, Anaïg avait même estimé que tu y développais une dimension, c'est la logique du coin, de ZAD aussi, de zone à défendre. Autant Mambo semblait presque sorti de ton inconscient, ou en tout cas des choses qui te portaient. Alma, est-ce que c'était plus conscient ? Est-ce que tu savais
quelle grande ligne allait couler sous l'histoire? Oui, tout à fait. C'était beaucoup plus conscient, beaucoup plus construit, de longue date, très mariné, etc. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'il est peut-être moins léger ou moins parce qu'il y avait aussi plus d'enjeux, parce qu'il y avait une histoire déjà pensée, etc. Qu'il fallait qu'elle colle. C'est un peu un grand thème, cette espèce d'Éden perdu, ce désir à la fois d'être civilisé, d'être aussi avec les humains et pas seulement dans une vie plus solitaire ou plus cachée ou plus secrète. Enfin voilà, est-ce qu'il faut y aller? Est-ce qu'il faut se retrancher? Est-ce qu'en fait il faut... voilà, c'est aussi un peu du vécu, parce que cette arrivée en ville, c'est aussi deux mondes qui se percutent, quoi. La vie citadine et la vie rurale, où c'est très différent, et c'est toute une culture à réapprendre. C'est une espèce de choc de... Tout est différent, le rythme, le temps, les codes, enfin voilà. Et puis, toute cette nature, oui, qui draine plutôt du secret, des choses qui ne sont pas dites, qui sont seulement du ressenti qu'on ne partage quasiment pas. Enfin, tout tourne autour de ça. Tu l'as assez bien décrit, quoi. Et c'est des interrogations Enfin, des interrogations. Disons que c'est des grands thèmes, ouais. Ouais, voilà. Problématiques. Oui, voilà, après, c'est... Il y a la question aussi à quel point on appartient à l'endroit d'où on vient. Oui, tout à fait. À quel point, juste parce qu'on vient de là, on a du mal à s'en détacher, ou est-ce qu'à un moment on arrive à conscientiser le fait qu'on est bien là, tant mieux. Enfin, il est vrai que tous les fils et filles d'agriculteurs ont beaucoup de mal enfin, la reprise d'une ferme, etc. Ça pèse lourd ça a toujours pesé lourd, et c'est toujours une grande question. Pas seulement parce qu'il y a des propriétés, etc., et que ce serait bien que le fils reprenne. C'est pas seulement pour ça, c'est aussi qu'il y a un lien très fort avec quelque chose sur lequel on a du mal à mettre des mots, et on a à la fois envie de le jeter, et à la fois on est très mal... On en crève avec le fait de le jeter. Enfin, il y a quelque chose d'un peu comme ça. Voilà, bon, puis moi, ça me fait un bon sujet d'histoire. Je pense que c'est pas que agriculture, milieu paysan et ville qui correspond à ça. Ça parle à plus large que ça, bien entendu. Mais je pense que quand tu parles... Ah, pardon, je t'ai coupé la parole. Quand tu parlais au début c'était Tournier que tu avais lu, que... Tu parlais de récits puissants, et moi je trouve dans tes récits quelque chose d'hyper puissant, et même n'ayons pas peur des mots, de nourrissant spirituellement, en fait, dans le sens où ça... parce que je pense que tu touches à des choses archaïques, à mon avis, et du coup c'est pas seulement la question de... Effectivement, toi, à titre personnel, ça va être le lien avec ton monde, enfin le monde paysan dont tu es issu, mais en fait... la terre d'origine dont on est issu, dont on a besoin de se barrer parce qu'on a besoin de voir autre chose, mais à quel point on appartient à l'endroit d'où on vient, à quel point c'est notre responsabilité de le protéger, à quel point on peut être nous-mêmes ailleurs, à quel point il faut absolument partir pour être nous-mêmes quand même. Enfin, oui, puis la destruction de la nature qui est présente aussi, qui nous met en danger, tout ça. Oui, bah, tout à fait. Donc c'est vrai que ça tourne toujours autour de ça, et c'est des grandes questions. Je peux effectivement dire qu'on est fondé par son environnement, et moi je me sens fondée par ce que j'ai vu, ce que j'ai senti là-bas, et je peux même dire que ça me compose. Donc en effet, oui, on a envie de le protéger, etc. Mais c'est aussi... Comment prendre ce truc, par quel bout prendre ces problématiques-là c'est une énorme responsabilité, trop grande presque. Oui, tout à fait. Donc ça fait du bien aussi quand en fait elle n'est plus là, et en même temps ça n'a plus de sens. Et effectivement, devenue adulte, encore plus quand c'est l'âge de peut-être là, agir sur les choses, et plus seulement de les rêver, de plus seulement de les avoir comprises, etc. Mais voilà, je sais pas. C'est peut-être des questionnements. Tu penses que c'est des questionnements qui vont rester dans tes prochains albums? La troisième fiction, par exemple, ça restera dans ce monde-là un peu un crossover avec le même genre de thème, ou pas forcément? Non, pas vraiment, mais... Non, ça draine pas vraiment les mêmes questions. Enfin, comment dire
Je sais pas, je l'ai pas encore fait, donc c'est toujours un peu délicat, mais enfin, on va continuer à avancer sur ça. En plus, on n'est pas en avance. Ah oui, d'accord. Sur le timing, c'est dommage. On parlerait bien plus longtemps, mais on parlait de protection, enfin de protection de l'environnement et tout. C'est marrant parce qu'effectivement là, ces deux figures, il y a d'un côté Alma qui en fait quand même est dans un environnement qu'elle protège, etc. Et puis le type de droite est lui un très grand entrepreneur de droite qui a un cabinet de, bon on ne sait pas, mais en fait ils ont des espèces de cabinets d'avocats et en fait ils rachètent des pans entiers de pays ou pour faire des zones ultra sauvages, donc où il n'y a plus d'hommes, mais que des tigres, des aurochs, donc ils réintroduisent des espèces, etc., pour faire des endroits ultra sauvages dans lesquels on va se promener. Donc ces deux visions de la nature qui sont très, très différentes, celle d'Alma où on côtoie, où on est l'homme parmi la nature tout en faisant attention, en connaissant tout ce qu'il y a et en le côtoyant, et puis celle de droite où l'homme n'est plus présent, ne fait pas sa vie là, et on va dans le parc pour vivre la vie sauvage. Donc c'est deux. Et en fait, je m'étais inspirée d'un vrai projet qui est celui de la, je sais plus quoi, Rewild the World. Ça s'appelle, voilà, si vous parlez anglais, rendre le monde sauvage. Excellente traduction. Et donc voilà, ça a commencé un peu en Roumanie, en Espagne, donc comme ça, faire le vide dans certaines régions qui sont déjà de toute façon souvent vides. Donc ça a quelque chose d'assez, exaltant, mais c'est aussi une logique particulière. Ouais, voilà. C'est un truc qui demande d'énormes moyens. C'est marrant, l'adjectif que je mettrais aux personnages dont on est les plus proches dans tes histoires, c'est la permaculture. Un côté cohabiter en bonne entente et maintenir quelque chose qui est ancestral et enfin voilà, qui puisse durer. Ouais, et puis en fait c'est surtout le rapport aux autres, le lien. Enfin, quand je dis aux autres, c'est à la fois aux animaux et aux humains. C'est-à-dire qu'elle accueille des mecs en difficulté aussi, Alma, en plus dans sa ferme. Oui, mais c'est vrai que moi quand je regarde Alma, je me dis en fait ce qui est marrant, ce qui compte, en fait il y a l'histoire avec plein de péripéties, etc. Mais en fait ce qui moi m'apparaît vraiment, c'est ce décor où il y a toujours des bestioles qui traînent et qui font leur vie sans en avoir absolument rien à faire effectivement du fait que l'île va être prise, qu'il y a des soldats qui arrivent, etc. Au-delà d'une idée de permaculture, et donc c'est-à-dire d'une bonne méthode pour faire, c'est plutôt aussi la tolérance à l'autre par le biais de tout ce qui est très différent de nous, et ça passe par les animaux, ça passe par... Donc c'est plutôt le fait de côtoyer, aimer, tolérer... Laisser vivre, quoi. Voilà, et c'est même pas tolérer dans le sens il faut le tolérer, c'est juste que c'est vivant au même titre que le reste, donc et on vit ensemble, voilà. Donc c'est même plus avoir une bonne méthode qui permet, c'est aimer en fait aussi. Sans hiérarchie. Sans hiérarchie aucune, en effet. Et il y a une scène que j'aime bien dans Alma, c'est un moment, le beau Gisèle rattrape une petite génisse qui s'est échappée. Et en fait, c'est une scène que j'avais vue en Roumanie. Un type avait joué avec sa génisse. Et c'était hyper beau, parce qu'en fait, sa petite génisse s'était échappée. Au lieu de la rattraper et de la ramener direct, en fait, il a joué avec elle. C'était un homme d'une quarantaine d'années. Enfin, c'était pas un enfant, quoi. Et il a passé une demi-heure à patienter, en fait, qu'elle s'approche un petit peu plus près, etc. Et en fait, j'ai trouvé ça... c'est très beau parce que le temps est pris... pour accepter de jouer avec quelque chose qui n'est pas du tout humain. Enfin, voilà. Après, ça évoque pas comme si un mec jouait avec son chien, c'est pas vraiment pareil, comment dire. Enfin, moi, j'y vois quelque chose de plus... Il prend sur son supposé temps de travail. Oui, ça fait partie de... C'est un animal, ouais, les animaux de bétail, enfin, il y a une certaine vision des choses qui voudrait qu'on les considère pas du tout, quoi, qu'on les considère comme des objets, et que c'est pas intéressant, c'est pas enrichissant, quoi, de... Oui. Avec eux. Et puis pour revenir au type de droite sur l'image, c'est cette vision entrepreneuriale justement de l'écologie, parce qu'il veut rendre sauvages des pans entiers des régions entières. Et voilà, les moyens sont là. On imagine des promoteurs, des entrepreneurs, des gens qui justement sont pas du tout en phase avec la vision d'Alma, quoi. Enfin, c'est assez moderne ce que tu racontes aussi pour ça. Ouais, puis en plus, ce qui est délicat, c'est qu'en fait, ce mec a plus ou moins raison. Quelque part, pour lui, il se dit qu'il fait quelque chose de génial, même si c'est de l'entrepreneuriat, etc. En fait, prendre ce temps comme le prend le mec avec sa petite génisse, comment dire, tout ça est très fragile, et il faut savoir que c'est ce temps perdu qui fait qu'on comprend un peu plus, et que du coup, peut-être qu'il y a un peu de respect. Ce que je veux dire, c'est que c'est aussi très difficile de pouvoir, comment dire,
savoir qu'en fait il faut prendre le temps. Enfin, ça me fait penser à, j'avais vu un moment, je voulais illustrer les premiers jours où Christophe Colomb arrive en Amérique et où en fait en 3 jours c'est fini, les rapports sont foirés en fait entre les Indiens qui les accueillent pourtant vachement bien, parce qu'en fait il prend pas le temps de rester à discuter parce qu'il a peur de pas pouvoir ramener de l'or, etc. Et c'est pareil, hop, c'est faussé parce qu'il n'a pas pris le temps. Et en fait, c'est difficile de savoir qu'il faut prendre le temps. Et des fois, on n'a pas le temps. Or, en fait, donc tout ça est très fragile. C'est-à-dire, tout ça est très fragile et ne tient pas à grand-chose. Donc on peut aussi, oui, se dire que la nature, c'est génial si on la rend sauvage, etc. Enfin, on ne pourrait pas vraiment dire où ça se situe, les bons liens et les rapports entre les êtres pour qu'ils soient de qualité, etc. Donc, nous sommes hélas, Claire, pris dans ces mêmes questions de temps. Allons-y. Du coup, on arrive à la partie milliardise pour évoquer les choses que tu fais à côté de ces 2 grandes BD. Donc là, ça commence par un travail que tu as fait avec France Inter, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Et j'engloberais même un petit peu tous les travaux qu'il y a dans cette partie-là, avec le décalage qu'il y a avec les Mambo et Alma, qui sont justement des œuvres très poétiques, de fiction et tout ça. Et à côté de ça, tu as une énorme partie de ton taf, en fait, qui est liée au réel, de la BD reportage, du dessin d'observation et tout ça, quoi. Donc il y a quand même un assez grand décalage. Est-ce que toi, tu le vis comme un décalage ou pas du tout? Ça se complète? Non, oui, ça se complète. J'aime bien être dans le réel, observer ce qui se passe pour de vrai et le redrainer avec des choses plus intimes ou peut-être qui sont plus de l'ordre de la pensée, même peut-être du rêve, etc., ou du désir. Et j'aime bien avoir un pied dans ma société, dans comment elle est. Quand bien même, j'aime bien aussi plus du tout y avoir un pied. Mais enfin, toutes ces émissions que c'est vrai que j'aurais pas été faire ce genre de choses par moi-même. C'est soit parce que c'est des façons d'avoir de l'argent, soit parce que c'est des gens que j'aime bien qui me demandent de travailler. Mais j'apprends plein de choses que j'aurais pas été apprendre de moi-même, sur comment ça se passe, ma société en ce moment. J'avoue que ça m'intéresse quand même. Tu suis l'actu, par exemple, tous les jours ou... Oui, alors en fait, je me suis mis à beaucoup la suivre il y a quelques années. Et puis là, je crois que j'aime moins la suivre. On fait des allers-retours aussi, souvent. Ouais. Alors ça, c'est des dessins d'été. C'est toujours très agréable de dessiner ce qu'il y a devant soi pendant quelques temps. Voilà, là j'étais en vacances. C'est le fil rouge de notre antipasti. Ouais. Les bêta-cornes. Voilà, dessiner ce qui existe et aussi ça nourrit aussi beaucoup ensuite les bandes dessinées parce qu'une fois qu'une chose est dessinée, elle est sue, donc on peut la ressortir. Ça nourrit ton langage, ta grammaire de BD. Et puis voilà, puis ça entraîne la main et puis c'est toujours bon. Je ne peux que vous pousser à dessiner. Voilà. Ça, c'était pour une petite BD, ça se passait en Inde, mais c'est pareil, j'avais un peu dessiné dans les campagnes. Bizarrement, quand je vais à l'étranger, je dessine les vaches, c'est quand même un peu flippant. Tu fais pas mal de voyages? Non, pas énormément, mais j'en ai fait quelques-uns. En fait, on a tous des dessins de voyage, du coup, ça donne l'impression que... Ouais, c'est vrai. Le monde est peuplé de vaches. Mais oui, mais c'est vrai que d'ailleurs, ce qui m'a donné envie de dessiner là-bas, ça a quand même été une dame avec une vache. Et d'ailleurs, c'est cette... Après, j'ai écrit Alma, après ça, d'ailleurs. Enfin, je veux dire, quelque part, c'est un peu inspiré... Alma est un peu inspiré de ses dessins là-bas. Mais c'est passionnant, j'imagine. Une vache à dessiner, c'est balèze, c'est gros, c'est très doux en même temps. Enfin, oui, tout à fait. Ça résume plein de choses. Puis là, en plus, c'est des buffles. Et les buffles, c'est carrément préhistorique, quoi. Ça n'a presque pas de poils, c'est de la peau avec des cheveux. Et puis, ça a une tête, mais les cornes, on dirait de la pierre. C'est énorme, c'est lourd, hyper anguleux. C'est pas de rondeur, c'est... que des angles. Enfin bon, on va terminer. Donc, voilà, ça c'est l'affaire Servier. Servier, le fabricant de médicaments, enfin les laboratoires Servier, il avait été mis en procès pour le Mediator. Et puis des filles m'avaient demandé. Alors c'était drôle, c'était des filles qui travaillaient que sur la médecine et elles avaient l'air malades. J'espère qu'elles sont pas là dans la salle. Et ben, c'était marrant, elles s'intéressaient à la médecine et elles avaient l'air malades et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elles s'intéressaient à la médecine. Enfin, comme les gens qui vont en psycho, un truc comme ça. Ah ouais, peut-être bien. Et voilà, et du coup, elle voulait faire un reportage dessiné. Voilà, non, un truc sur Internet avec des images, des dessins, enfin des. Un webdoc. Voilà, un webdoc. Je trouvais plus le mot. Et puis ça a duré qu'une journée. On est allé voir Servier au tribunal. Ça a duré qu'une journée alors que ça devait durer longtemps. Et voilà, moi, c'est des images de tribunaux. Et bon, les dessins des tribunaux, c'est pas hyper excitant, mais ce qui est dit quand même, comme on a l'impression d'être au théâtre, pour le dialogue, c'est hyper intéressant. Et puis là, on est dans la vraie vie, et pourtant c'est du théâtre. Enfin, comment dire.
Et pourtant, c'est la vraie vie. Ça m'intéresse aussi, moi. T'aimes bien dessiner des moments truculents aussi dans le jeu des comédiens, des personnages en tant que comédiens. Il y a des scènes, des fois, où t'exagères, les petits traits, les onomatopées, tout ça, ça te fait marrer, j'ai l'impression aussi. Oui, tout à fait. L'écriture de dialogue, c'est super. Bon, ça, c'est des décors que j'avais dessinés à un moment où je voulais proposer des décors pour faire de l'animation. Quand je suis arrivée à Paris, je ne savais pas du tout quoi faire. Voilà. On a pris ces images aussi pour la couleur qui est très peu présente dans ton travail, dans ce qu'on en connaît pour la bande dessinée. J'avais envie de savoir si c'était quelque chose que tu souhaitais développer ou si c'était quelque chose de purement anecdotique, fonctionnel, la couleur pour toi. T'en mets parce qu'il y en a besoin et puis voilà. Est-ce que tu as envie de la développer par ailleurs? Parce qu'on la voit dans tes carnets de voyage, on la voit quand... Ouais, c'est vrai. C'est vrai que quand je fais de la BD, ce qui prime, c'est vraiment l'histoire et ce qui est raconté. Donc la couleur, elle compte pas du tout. Elle n'a pas de place, donc j'en mets pas. Puis en plus, à l'association, ils font pas de livres en couleur. Je pourrais me remettre à faire de la couleur. Là, j'ai fait un peu de peinture à l'huile. J'ai halluciné comme c'était beau, la couleur, quoi. Enfin, et voilà, je comprends qu'on va travailler seulement la couleur, tellement c'est fascinant. Mais moi, c'est vrai que je suis sur l'écriture, donc la couleur, elle commence à être très loin de... C'est ça, il faut que ça suive le fil de ta pensée. Et du coup, chaque étape, finalement... éloigne de l'élan originel, quoi. Oui, voilà, et puis la couleur n'a pas de place là-dedans. Une sélection de ton carnet qui est toujours présent à l'expo, c'est spécialement pour ces deux chiens en bas à gauche, regardez-les comme ils sont drôles. Ils sont à la fois mimi et vraiment très cons. Et puis cette galerie de personnages aussi qui est fabuleuse, quoi. Enfin, c'est foisonnant, c'est riche, Ce sont des images de recherche d'ailleurs ou Non, c'était un livre pour enfants que j'ai fait. Puis en fait, je l'ai montré à une éditrice qui m'a dit qu'elle trouvait que c'était super les dessins, mais l'histoire, elle était un peu elle foirait sur pas grand-chose. Et en fait, j'ai pas voulu le refaire parce que je savais pas très bien travailler encore à l'époque. Et je pensais qu'il fallait tout. Enfin, je sais pas. Du coup, je me suis mis à écrire Mambo après ça. Voilà, donc c'est juste avant. Tant mieux qu'elle t'ait dit non. Ouais. Mais après, c'est vrai que c'était des très grands dessins qui étaient assez chouettes. C'est dommage de ne pas avoir persisté. Sinon, il y a eu ce Sociorama dans la collection de ta camarade d'atelier Lisa Mandel. C'est comme ça que ça s'est fait, j'imagine. Voilà, tout à fait. C'est celui vous l'aurez reconnu, celui de gauche, chantier interdit au public. Un sujet qui est assez... Enfin, de toute façon... Ces bouquins-là, ils sont tous assez politiques dans un sens très large, quoi. Toi, ça t'intéresse cet aspect-là aussi pour il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, oui. Et puis en même temps, finalement, ça finit par être, comment dire, facilement triste aussi de traiter du sujet comme il est vraiment. S'il n'est pas remanié, repensé ou complètement refictionné pour le faire partir ailleurs, c'est assez douloureux finalement d'être dans une situation. Là, ceci dit, il y a beaucoup de choses drôles et puis t'as mis des personnages, t'as mis de la matière humaine beaucoup. Oui. Mais c'est vrai que tu parlais tout à l'heure de monde réel, etc. C'est sûr que là, je vois par exemple que ça me manque beaucoup d'être dans la fiction, c'est-à-dire de travailler comme ça sur et d'être un peu loin de ce monde réel et de ces préoccupations, on va dire, qui sont dites de façon trop réelle, ou trop réelle. C'est pas le terme, mais on va dire trop, comme dans les journaux, quoi. Réaliste. Oui, peut-être, ouais, c'est ça. C'est enfermant. Il y a besoin de remâcher cette réalité pour soit la montrer autrement, la rendre acceptable, ou alors juste la redigérer, pour que ça se tienne autrement que comme elle est parfois présentée. Je me posais la question de comment tu avais travaillé cette adaptation. C'est l'adaptation d'une thèse. Et justement, tu faisais le parallèle avec tes récits, Mambo et Alma, tout à l'heure. Et donc, ça parle de toute cette force de travail qui est exploitée par les agences d'intérim dans le bâtiment. Cette force de travail brute, c'est littéralement ça. Ces hommes sans papier qui sont exploités pour leurs muscles, tout simplement, pour ce que leurs muscles peuvent déplacer. On est vraiment... dans l'exploitation basique de la force de travail, comment tout ce milieu, toutes ces conditions usent ces hommes, les abîment, les cassent totalement, les conditions de sécurité pas respectées, l'ambiance déprimante, les rapports de domination très, très lourds, très forts également. Et puis il y a cette image à gauche, moi, que j'ai trouvée super touchante, où ces hommes sont réunis, ce sont des hommes qui sont quarantenaires. Ils se disent tous que leurs femmes, ils ne font plus que les regarder, tellement ils sont vidés de leur énergie, tellement ils sont vidés de leur force. Ce sont des mecs qui sont justement pris pour ça. Et là encore, tu les dessines super virils et virilistes. Et puis en fait, leur bonne femme, rentrée chez eux, ils font rien, ils les regardent, c'est tout, parce qu'ils
ils ont plus de force, quoi. Ils sont totalement exploités. Pour adapter une telle thèse, est-ce que tu as été sur le terrain, justement? Est-ce que tu as observé cette espèce de milieu naturel-là, ou tu as plutôt vraiment retranscrit les écrits? Comment ça s'est passé? Quelle a été la place de l'observation là-dedans? Eh ben, presque pas, parce que j'avais envisagé d'aller sur les chantiers. J'ai trouvé 3 chantiers et en fait, je pouvais jamais vraiment y aller. J'attendais de voir toujours le patron, etc. Et en fait, il n'était pas là. Et puis, j'étais pas vraiment la bienvenue. C'est vrai que ça fait chier quelqu'un qui est là pour dessiner 3 heures alors que tout tombe de partout, qu'il faut faire attention. C'est pas vraiment facile à gérer. Du coup, j'ai trouvé un chantier que je pouvais voir de la rue. J'ai dessiné 1 heure devant seulement en me disant que j'allais repasser. Et puis, en fait, de ce que j'avais dessiné, ça suffisait. Et en plus, effectivement, le récit de Nicolas, donc le sociologue, était très riche parce qu'il avait beaucoup de dialogues. Enfin, on imaginait assez vite. Ouais, lui, c'est infiltré. Il a pas juste fait un. Ouais, lui, il a passé 2 ans. Donc effectivement, il y a vécu, lui, quoi. Ouais. La force des hommes, etc. Moi, c'est pour ça que j'ai pris ce thème-là. Il y en avait un autre qui était les sex shops en France. Ça a l'air bien comme ça, mais en fait, c'est pas très excitant. Et oui, en fait, cette idée de gâchis. De ces hommes, c'est quelque part un peu la même chose dans Alma. Il y a ces soldats qui partent, ils savent pas trop pourquoi. Enfin, c'est toujours cette question du qu'est-ce que je fais de moi qui suis un homme, et je dis homme parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose là de plus de plus dangereux à pas se trouver en tant qu'homme, parce que oui, il y a l'histoire de la virilité, parce que il y a parce que c'est plus dangereux, parce qu'il y a de la force derrière, en fait, et que si on se trouve pas, qu'est-ce qu'il advient, en fait? Et ça me semble un peu différent pour les filles, même si je veux pas dire ça parce que tout de suite ça va être compliqué. Mais voilà, et là dans ce truc sur le bâtiment, il y a ça, ce gâchis de. Ouais. Enfin, voilà, ça m'avait intéressé pour ça aussi. On va sortir, ça va être l'heure de l'apéritif. Oui, super. Du coup, je vais vite alors. On n'a qu'une image, c'est parfait. Ouais, voilà. Donc, c'est les projets à venir. Alors, on a cette image qui est celle qui va nous servir de support pour parler de tes projets en cours ou à venir. Ça, c'est un projet de webdoc animé qui est en post-production, je crois. Alors non, en fait, c'est fini. C'est un documentaire qui va passer sur Arte en septembre, octobre. Et en fait, c'est un projet que moi, on a commencé avec une amie journaliste qui est en Inde. C'est pour ça les dessins en Inde, c'était quand je suis allée la voir. Une journaliste reporter que j'ai trouvée super parce que c'est une femme, elle va dans plein de coins toute seule, alors que c'est très compliqué d'être journaliste maintenant parce qu'il n'y a plus grand-chose qui paye, Enfin voilà, elle pratique un journalisme de terrain vraiment très intéressant. Elle parle à tout le monde, elle prend des risques, elle connaît des terroristes de la jungle. Enfin, elle est assez étonnante. C'est une héroïne. Oui, c'est une héroïne. En fait, c'est vrai que moi, quand j'ai l'impression de rencontrer une héroïne. La première chose, le premier soir, on boit un verre chez elle et puis elle me dit, elle reçoit un texto, elle fait « Oh, bah c'est mon serial killer qui crie ». Je fais « Quoi ?» Elle fait « Oui, j'ai interviewé un serial killer, il a tué 20 personnes et il est trop amoureux de moi. » Et elle lui écrit « Oui, on se voit plus tard. » Il écrivait de la prison, quoi. Ce genre de personne qui te fait donner l'impression que ta vie est complètement ennuyeuse, du coup. Oui, c'est vrai. Non, mais marrante dans son genre, quoi. Et bref, du coup, la suite est plus triste. Elle avait suivi de près le conflit au Sri Lanka entre les Tamouls et les Singalais, et voilà, qui s'est soldé par un massacre dont personne n'a parlé. Et depuis, donc ça fait déjà 10 ans, elle voulait absolument raconter ça parce que personne n'en avait parlé, etc. Et puis qu'elle n'arrivait pas à passer là-dessus sans que ça se sache. Enfin, elle était en colère et complètement outrée, en fait. Et donc, au départ, elle m'avait contactée pour faire une BD. Enfin, en fait, elle avait lu le premier livre qui se passe dans la jungle avec des tigres. Enfin, on dirait que ça se passe dans la jungle faussement. Et elle avait lu vite fait, alors. Voilà. Et ça lui avait beaucoup plu. Et elle me dit, j'aimerais bien qu'on fasse une BD sur ce sujet tragique, quand même, du coup, mon beau, c'est plutôt marrant. Et voilà, on s'est rencontrés et on a tout de suite monté un projet qu'on voulait être moitié en animation, moitié avec du film. Et puis, ça a été très vite... on a eu des producteurs, etc. Et puis de fil en aiguille, en fait, ça s'est transformé en... Donc ça devait être une vraie fiction en dessin animé. Et ça s'est transformé en un reportage géopolitique avec un tout petit peu de dessin. Donc on est très loin de ce que ça devait être au début. Et donc voilà, on a terminé ça l'année dernière. On est parti au Sri Lanka. C'était vraiment pas drôle. En fait, c'est ultra triste. Et voilà, donc... je sais que ça m'a pas mal ébranlé, en fait, ces rapports de destruction, en fait, de possibilité de détruire parce que là, on est carrément dans un génocide, du coup, et donc c'est vrai que je pense qu'une prochaine BD en parlera aussi sur ce fait
d'arriver à concevoir en fait la destruction en fait, engendrée par la destruction non seulement qui a lieu sur le moment, mais aussi après coup, des chocs subis, etc. Et en fait, de se retrouver à avoir compris en fait comment tout ça voilà. Donc peut-être parler pas que de ça, parce que c'est très dur, et arriver à... Oui, mais tu l'inséreras, ce que tu as compris, tu l'inséreras dans la fiction. Voilà, c'est ça. Ça tissera ton histoire aussi, quoi. Oui, oui, tout à fait. J'aimerais là faire une fiction qui va pas seulement drainer ça, mais on va dire peut-être les questionnements de ces 3 dernières années, tout ça pour en faire une sorte de ce qui voudrait effectivement une comédie très drôle, que je ne sais pas si j'arriverai à faire. Et puis voilà. Le mieux, c'est quand on rigole et qu'on pleure aussi. Oui. Est-ce que cette BD est déjà en production? Tu as déjà dessiné ou seulement écrit pour l'instant? Qu'est-ce qui mène là-dedans? C'est le dessin ou plutôt l'écriture pour le coup? Là, ouais, c'est plutôt l'écriture qui le mène, mais peut-être que c'est pareil. Après, il faudra faire du jet, quoi. Enfin, rejeter le trop. Là, tu travailles sur quoi? Là, je travaille sur rien. Ok. Rien du tout. Très bien. Tant mieux pour toi. C'est l'été, mais je vois bien que je commence à m'ennuyer. Donc, Ok. Juste une dernière question peut-être. Est-ce qu'on retrouvera des personnages récurrents? Enfin, justement, on parlait du côté spin-off, crossover entre Alma et Mambo. Est-ce qu'on retrouvera certains de ces personnages dans ton prochain récit? Ouais, on retrouve peut-être pour le moment Romina, mais en fait, c'est cool. pas. Mais je ne sais pas encore vraiment. Enfin, je vais voir si ça se tient. Est-ce que Billefond reviendra? Non, Billefond, non. Non, parce que le moment clé pour Billefond, finalement, c'est ce moment d'épiphanie, de reconnexion et tout. Finalement, avant, il est juste un employé administratif casse-pied. Et après, on ne sait pas trop. Si, remarque, ça pourrait être marrant de voir ce qu'il devient. On verra. Si tu vis jusqu'à 107 ans, tu as le temps d'en faire plein d'albums. Et du coup... Pardon. Et par rapport pour faire écho au moment de la fin de tes études où tu ne savais pas trop ce que tu voulais faire, est-ce que maintenant, tu as quand même... tu sais ce que tu es professionnellement? Est-ce que tu veux continuer à être? Tu as une idée un petit peu je sais pas, d'un projet de carrière ou d'ambition d'œuvre? C'est vraiment clair, effectivement c'était à la fois ce que j'ai toujours fait et à la fois maintenant je le comprends vraiment, ce fait de raconter des histoires, je le trouve me passionne de plus en plus et je ne l'avais pas pris avec autant d'importance auparavant et ça me passionne pour tout un tas de raisons parce que raconter une histoire, parce qu'en fait il y a un besoin de raconter l'histoire déjà qui est pour soi assez phénoménal et pour les autres également de les entendre. Parce qu'il y a c'est pas qu'il y a des vérités, c'est pas des vérités, mais il y a quelque chose des choses qui se jouent, pas seulement en surface. Voilà, et puis j'ai même l'impression qu'en fait, si on ne pose pas des mots sur les choses, en fait, elles n'existent pas vraiment, ou disons qu'il y a besoin quand même de les remâcher, de les construire pour les donner à voir, pour qu'elles existent. Enfin, il y a tous ces jeux-là entre le fait de devoir dire quand même, et pas seulement... Il y a un moment, il y a besoin de dire, il y a besoin d'écrire, où il y a besoin de construire un récit. Et c'est assez fascinant. En fait, plus ça va, et plus ça m'apparaît comme quelque chose de fascinant. Pour ce jeu entre ce qu'on a besoin d'entendre, en fait, pour vivre, de ce qu'on a besoin de refictionner. Et la fiction m'intéresse d'autant plus que... en ce moment, la fiction, on n'en fait plus beaucoup. On est très sur justement, tiens, qu'est-ce qui se passe en vrai? L'histoire est vraie, elle est vraiment vécue, etc. Et moi, la fiction m'intéresse parce que, justement, refictionner le réel, ça permet de le mettre à distance, ça permet de l'avaler, ça permet et pas seulement, ça permet de... Le digérer, l'avaler, le digérer. Ouais, ou alors... sublimer. Et de le sublimer aussi, c'est-à-dire de le rendre plus... Et puis d'avoir une certaine, du coup, élégance par rapport à... Enfin, élégance, c'est pas le mot... S'éloigner de la trivialité, en tout cas. Ouais, ou de marcher un peu plus. Je sais plus, j'ai lu il y a pas très longtemps comment on appelle ça, une citation. C'est en gros attention, vous êtes sur la glace. Oh mon Dieu, n'appuyez pas, glissez seulement. Et c'est un peu ça. Enfin non, là c'est un peu. Bref, voilà. Tu nous as fait un dessin, du coup, avec ces mots-là, tu nous as esquissé une scène et effectivement, on n'a pas forcément besoin de... On restera sur la métaphore. Je crois que j'aurais une dernière question, ceci dit, à laquelle je ne pensais pas il y a encore Tant qu'on se fait pas 2 minutes. virer. Mais est-ce que tu te vois confier, tu parles de l'écriture, des histoires importantes à développer, et est-ce que tu te vois confier ces histoires à d'autres dessinatrices ou dessinateurs? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu n'envisages même pas parce que c'est trop viscéralement lié à ton dessin? Et j'ajoute, est-ce que tu écris des choses
qui n'ont absolument pas pour but d'être dessinées, juste écrire en soi. Est-ce que ça t'arrive ? Bon, j'écris des notes régulièrement qui ne sont pas forcément dessinées, mais après, j'écris pas... Enfin là, j'avais pas écrit depuis longtemps parce que j'étais beaucoup dans les commandes, etc. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point j'avais besoin d'écrire énormément, surtout même après des choses assez violentes comme ça. Voilà, et pour répondre... Attends, redis-moi la question. Est-ce que tu t'imagines scénariste pour quelqu'un d'autre ? Pas tout de suite, mais pourquoi pas après avoir commencé à bien comprendre comment faire la part des choses entre ce que moi je dois dire, ce qui doit être... Enfin, voilà. Pas pour le moment, c'est sûr, mais peut-être qu'avec plaisir, si j'ai compris comment agencer tout. Ça marche. Merci beaucoup, Claire. Merci, c'était plein de questions. Et puis merci pour avoir écouté. On a un peu explosé le timing, mais bon. J'ai une dernière question. Est-ce que tu habiteras à nouveau un jour en Indre-et-Loire ? Avec des vaches. Oui, figurez-vous, pas plus longtemps qu'en septembre, parce qu'en fait, je vais y retourner un petit peu pour quelques temps. D'accord. Voilà. Très bien. Merci. Merci beaucoup.